Black Metal, l'évolution du culte de Dial Patterson, bouquin sorti en octobre 2020 aux éditions du Crépuscule, nouvelle maison d'édition qui entre dans le game donc cette année, avec toute une série de bouquins qui vont paraître en 2021 sur le stoner, le hardcore, le punk, le metal. Il y a de très très bons titres qui arrivent, ça va faire très mal. Superbe bouquin, très joli bouquin. Grand bouquin avec un superbe portfolio au milieu, malgré sa taille et malgré son volume, il se lit très bien et très vite. Dial Patterson, si vous êtes des habitués de Rick Zemmour, vous savez qui c'est un journaliste anglais qui est éminemment respecté dans la sphère black metal, quelqu'un qui est d'une érudition sur le métal assez rare et qui arrive à poser dans ses interviews des questions un petit peu impertinentes, et du coup il obtient des musiciens des réponses qui sont vraiment très intéressantes. Et avec ce bouquin, on vient toucher du doigt l'essence du black metal. Vu le volume et vu la qualité intrinsèque des écrits de Dial Patterson, il y a énormément de choses à dire, donc comme d'habitude, on ne perd pas de temps, pas le temps de niaiser. Soyez le bienvenu dans ce nouvel épisode de Rick Zemmour. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Henneken, pas le temps de niaiser. L'évolution du culte. Ce qu'il y a de vraiment bien avec ce bouquin, c'est que, contrairement à Lord of Chaos, en fait, l'évolution du culte réussit partout où Lord of Chaos se plante. C'est-à-dire que Patterson, lui, il oublie personne, il oublie aucun groupe, il laisse pas ses idées politiques interférer avec son propos, et il reste très factuel dans ses analyses. Et il a en fait cette intelligence quand il commence en fait au début, pas parler du début du métal, avec Black Sabbath, avec Maiden, Judas Priest, etc., c'est qu'il n'oublie pas de parler des groupes précurseurs. Alors il va nous parler de Coven, il va nous parler de Black Widows, il va nous dire que Alice Cooper ou Gene Simmons portaient déjà du maquillage bien avant le black metal. Mais ce qu'il va nous dire aussi, c'est que l'influence de ces groupes-là et de ces artistes-là est bien moindre, par exemple, que l'influence de Black Sabbath sera toujours plus importante que celle de Black Widows ou d'un Coven, tout simplement parce qu'à l'époque, ils vendaient beaucoup plus d'albums, ils étaient beaucoup plus connus à cette époque où Internet n'existait pas, et qu'ils ont eu une influence musicale bien plus manifeste que ces groupes qui étaient précurseurs, mais qui ont été quand même moins influents que les grands noms de l'époque. On commence évidemment avec la première vague de black metal, avec les Venom, les Bathory, les Hammer, les Celtic Frost, les Sarcophago, Sodom, Creator, Blasphemy. Enfin, vous connaissez tous ces groupes-là, tous ces grands noms en fait qui ont créé ce qu'on appelle le black metal original. À chaque fois, en fait, il prend des petits bouts d'interviews. Enfin, il y a des éléments biographiques du groupe, des interviews qu'il a pris dans des magazines, dans des fanzines, ou des interviews qu'il a lui-même fait auprès des musiciens. Et il essaie d'extraire un petit peu cette espèce de substantiel moelle qu'il y a au début, surtout dans les débuts discographiques de ces groupes-là, pour nous dire qu'est-ce qu'il y avait de black metal dans les débuts de Venom, dans les débuts de Bathory, dans les débuts de Creator. Et donc il essaie d'analyser, est-ce que c'est dans le riffing, est-ce que c'est dans les ambiances, les pochettes, la provocation, le délire un petit peu satanique, le délire occulte, etc. Donc il essaie de rassembler un petit peu tous ces éléments qui créent un petit peu l'identité black metal. Il essaie de comprendre tout ce qui a pu en fait influencer les groupes de la seconde vague de black metal, donc les groupes norvégiens. Et dès lors qu'il arrive donc au Mayhem, au Burzum, au Emperor, etc., donc de la même manière, ils racontent leur histoire, mais à chaque fois, il y a une petite anecdote, un petit plus, une petite histoire qu'on ignorait et qui continue du coup à rendre l'histoire passionnante. Et même si on connaît bien l'histoire des débuts de Darkthrone ou des débuts de Burzum, eh bien, on a toujours un petit élément nouveau qui vient continuer à apporter du dynamisme à l'écrit. On arrive ensuite, en fait, il y a plusieurs questions vraiment importantes qui traversent ce bouquin. Et une question importante, c'est celle du succès et du fait de vendre des disques. Et donc il arrive à un moment dans une partie qui s'intitule les groupes un petit peu, les groupes mainstream, c'est-à-dire les groupes qui ont vendu beaucoup d'albums, comme par exemple Dimmu Borgir ou Cradle of Filth. Et donc sur la partie de Cradle, donc il y a beaucoup de passages d'interviews de Danny, et parce que Cradle, c'est sûr qu'ils finissent leur carrière pas de la plus élégante des manières, mais il faut quand même pas oublier que leurs premiers albums, ils sont véritablement excellents, ils étaient novateurs, il y a vraiment un côté épique,
grandiloquent, gothique dans le plus pur sens du terme, cette espèce d'alliance de côté horrifique avec un côté un petit peu d'aristocratie, une aristocratie un petit peu crasseuse, alliée à un métal qui était vraiment, vraiment brutal et vraiment furibond. Danny il explique que selon lui, il y a 2 albums qui ont été très influents pour les groupes de black metal. Il y aura certainement beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec lui, d'autant que c'est des albums qui sont peu cités par les groupes de black metal. Le premier album de Deicide et le premier album de Morbid Angel. Et il dit que ces 2 albums, en 1991, quand ils sont arrivés, ils ont vraiment montré aux groupes et aux musiciens qu'on pouvait faire une musique agressive, une musique tordue, une musique occulte et une musique satanique, tout en restant extrêmement crédible. Et c'est sûr que quand tu prends les bouquins comme Choosing Death et d'autres, tu vois que les premiers revenus de Deicide ou de Morbid Angel en Europe et particulièrement en Scandinavie étaient très attendus par tous les fans et par énormément de musiciens qui seront plus tard les stars des grands groupes de black metal norvégiens. Et Danny, en fait, je ne sais pas si c'est le côté, c'est certainement leur provenance géographique aussi, mais c'est quelqu'un qui a toujours eu en fait un positionnement un petit peu singulier et qui a toujours eu en fait des idées extrêmement intéressantes et un propos extrêmement intéressant. Et lorsqu'on est un petit peu sur cette partie des groupes qui ont du succès, vous avez Marduk par exemple qui vous dit que pour eux c'est complètement idiot de ne vouloir vendre des CD qu'à un faible nombre de personnes, que eux ils ont un message et qu'ils ont envie que ce message il soit répandu le plus possible autour du globe, et ils disent qu'ils sont même prêts à aller jouer partout sur la planète, y compris en Afrique. Vous avez Tom J. Warrior, quand il parle de ça, lui dit: lorsque j'ai terminé en fait avec Celtic Frost sur la tournée monothéiste, j'ai goûté au succès, j'ai goûté aux grandes salles, et avec Triptychon, je suis retourné un petit peu. Alors, le mainstream de Monothéiste et de Celtic Frost, bon, ben voilà, faut le prendre avec une certaine réserve, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est l'album le plus commercial du monde. Mais il dit qu'avec Triptychon, il est retourné dans une forme d'underground, et que pour lui, ça lui correspondait davantage. Et qu'il avait quand même été assez déçu, lors de ses nombreux voyages en Norvège, de voir qu'il y avait beaucoup de groupes de black metal à succès, qui en fait, finalement, avaient le même comportement qu'un groupe comme Rat. C'est-à-dire qu'il y avait de la drogue backstage, il y avait des groupies, il y avait de l'alcool, ils prenaient des pauses sur scène de rockstar, et qu'ils n'habitaient pas vraiment les idées sataniques qu'ils semblaient défendre dans leur musique. Et il dit que pour lui, le black metal, ça doit être satanique, et que si tu ne défends pas cette idée, tu n'es pas un groupe de black metal, et que selon lui, Dimmu Borgir, la musique, elle est bien, mais qu'il ne devrait pas dire que c'est un groupe de black metal. John Nordvein, avec Dissection, ils ont vendu des disques, mais il a amené son message, il a habité en fait sa musique et son message, il a été jusqu'au bout en fait de sa démarche. Et je doute qu'il y ait le moindre fan de Dissection qui ignore ce que c'est que le MLO. Donc du coup, John Nordvein, il a réussi en quelque sorte le pari, il a réussi sa mission. Quand à côté, vous avez un groupe comme Satyricon, qui est très bien, mais qui fait davantage du black and roll, de l'entertainment en fait, et de l'entertainment. Pas évident à dire ça. Et du coup, cette question du succès, cette question de vendre des albums, les musiciens, ils ont des avis assez différents dessus, et c'est très intéressant. Et Tom J. Warrior, pareil, avec son humour pas sans horreur, il dit, bon, moi je dis ça, mais en même temps, j'ai sorti Cold Lake, donc en même temps, voilà, je suis pas exempt de défauts, même si Cold Lake, c'est quand même pas le pire album du monde. Et juste après ces chapitres sur ces groupes à succès, il y a un chapitre sur les Légions Noires, qui eux, évidemment, ont pris le contre-pied total à ce type de discours et à ce type d'attitude, en disant, voilà, on réserve nos productions à un faible nombre de personnes, et vraiment à un public, à une élite, à un public d'initiés. Sur le chapitre des Légions Noires, Patterson, il va chercher, donc il reste très factuel, c'est ça qui est de super cool, c'est qu'il va chercher donc des bouts d'interviews dans des fanzines, il essaie de retracer l'histoire, et c'est pas évident parce qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de rumeurs, des choses qui ne sont pas vérifiées, mais il essaie de remettre un petit peu l'église au milieu du village en disant, les Légions Noires maintenant, ils sont quand même très connus dans le monde entier, leur influence elle est manifeste, mais au départ c'était confidentiel, ça se voulait confidentiel, et le fait que maintenant il y ait des albums qui soient à des prix complètement démentiels sur eBay ou sur Discogs, ça va complètement à l'inverse de la démarche qu'ils avaient au départ.
Et donc le bouquin se déroule comme ça, on va avoir l'émergence de la scène polonaise, on va avoir l'émergence de la scène suédoise, on va avoir le post-black metal. Patterson, il va venir un petit peu explorer toutes ces dimensions, en fait, tout cet éclatement qu'a pu avoir le black metal, et au travers des personnalités qu'il interroge, on découvre des points de vue qui sont souvent très différents les uns des autres, et souvent hyper marquants. Quand il parle de la scène suédoise, il interviewe évidemment Niklas de Shining, et à la fin de l'interview de Shining, il dit moi, si un jour j'apprends qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé parce que sous l'influence de Shining, avec chez lui un hôtel Shining, un hôtel tout dédié à la gloire de Shining, eh ben, je serai content, ça m'ira très bien. Tout le monde ne pense pas la même chose dans le groupe, mais moi, ça m'irait très bien. Le but de Shining, c'est pas une démarche cathartique, c'est pas pour, en gros pour me faire du bien, mais c'est pour tirer en fait les auditeurs vers le bas et en gros leur faire du mal. Et j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec une abonnée de Ritzemol, que je salue d'ailleurs au passage, et auquel je disais, il y a plein d'artistes et de groupes de black metal qui ne veulent pas du bien à leurs auditeurs. Au contraire, ils veulent les entraîner dans les tréfonds, ils veulent vraiment les entraîner dans les ténèbres. J'avais parlé sur la vidéo voilà, de The Cult Never Died de Forgotten Tombs, où le chanteur disait qu'un jour il y avait un fan qui lui avait dit qu'il tabassait sa copine au rythme de la musique de Forgotten Tombs, et lui ça l'avait fait rire. C'est quand même des choses extrêmement choquantes. Et quand Niklas en fait il dit voilà, mais moi j'ai une pathologie psychiatrique qui a été diagnostiquée assez tard. Maintenant je suis heureux avec ma copine et mon chat, mais si jamais un jour il y avait un problème et que je devais m'en débarrasser, leur faire du mal, il n'y aurait aucun problème. Donc on se dit, voilà, il y a quand même beaucoup de propos qui sont extrêmement malaisants. Et quand il dit, ben moi j'ai eu une enfance tout à fait normale, à l'âge de tout à fait heureuse, à l'âge de 13 ans, je traînais avec des mecs qui en avaient 25. Un jour dans un bar, on a rencontré un mec qui nous a amenés chez lui. Il nous a montré des vidéos qui n'auraient jamais dû être tournées, qui n'auraient jamais dû être montrées à qui que ce soit. Il nous a demandé de pratiquer l'urologie sur lui. On l'a tabassé, on a piqué sa thune, on a pâturluré des sphaticas en fait avec des excréments sur son mur. Il dit, et puis après, voilà, j'ai glorifié la folie, à base d'alcool, à base de drogue, et puis elle a fini par me rattraper. Et tu te dis, mais peut-être que tu prends le problème à l'envers, c'était peut-être justement parce que tu étais fou que tu as fait des actes aussi... des actes aussi fucked up en fait quand tu étais jeune quoi. Et vraiment là on arrive, on touche du doigt voilà un malaise, vraiment quelque chose de malaisant qui montre que le black metal a bien des aspects. C'est une forme du métal qui n'est pas comme les autres et qu'elle est jouée par des musiciens qui... il n'y a pas simplement que de la provocation, il n'y a pas simplement que des paroles. À des moments, on voit, il y a les actes qui parlent. Quand vous avez Gaal qui va au tribunal pour son histoire de torture, c'est un mec, il avait déjà précédemment, dans son casier judiciaire, une dizaine d'agressions à son actif. Donc c'est sûr que le mec, quand il passe pour la 11e fois devant le juge pour des faits de violence, le juge il va lui dire, non mais si tu veux, avec le casier que tu te traînes, oui, je ne vais pas croire à ton histoire de végétarien et ton histoire de je voulais juste lui faire peur. Et c'est comme ça pour beaucoup de musiciens. Et dans ce bouquin, ce qu'il y a vraiment de super, c'est que on touche, on s'approche, même s'il y a une approche qui est définie au départ comme assez généraliste. Et en général, les bouquins comme ça va pas très loin dans l'analyse. Mais celui-là, on touche vraiment, on s'approche du black metal. Et quand on s'approche du black metal, forcément, ça sent pas toujours bon et c'est pas toujours agréable. Preuve que vraiment on s'approche de quelque chose d'occulte, de dangereux, de mystérieux, de sombre et de noir. Donc l'évolution du culte de Daniel Patterson. Alors là j'ai fait vraiment, j'ai survolé, j'aurais pu vous parler d'Enslaved, j'aurais pu vous parler d'Alceste, j'aurais pu vous parler, il y a toute une partie sur le NSBM, pareil, où Patterson il prend vachement de distance par rapport au sujet, et il a une approche hyper intéressante où il pointe un petit peu les contradictions, tout en soulignant qu'à certains moments, effectivement, il y a des artistes et des groupes qui sont vraiment d'une très grande qualité. Donc c'est vraiment un super bouquin, c'est vrai, je pense que de la série des cultes, c'est celui que je préfère, et donc c'est un bouquin que je vous recommande chaudement pour égayer vos longues soirées d'hiver. On va arrêter l'année 2020 comme ça,
cette putain d'année de merde 2020, qui aura finalement été plutôt une bonne année pour It's Them All, parce que j'ai proposé en fait des formats un petit peu nouveaux. Pour 2021, ça va continuer. Une vidéo comme le métal et le vaudou, en fait c'est une vidéo dont je reste très fier, et je vais continuer évidemment à parler de littérature, à parler de l'actualité, peut-être aussi un petit peu faire davantage des bouquins qui sont sortis il y a quelques années et qui restent des grands bouquins dans la littérature métal, mais je veux un petit peu aussi me diversifier pour pas m'enfermer dans un carcan et puis pour pas m'ennuyer, donc traiter de sujets. Il y a eu le métal et le vaudou, donc c'était un sujet quand même que je trouvais assez original, que j'avais traité, sur lequel j'avais bossé, que j'avais traité sous un angle que j'espère vous a intéressé, qui vous a intéressé. Je ferai d'autres vidéos comme ça. Je vous avais dit que j'avais créé une chaîne secondaire sur la littérature, mais en fait, il y a beaucoup d'abonnés en fait qui me demandent où c'est qu'ils peuvent trouver la chaîne, mais en fait, je pense que créer une chaîne secondaire, c'était une connerie. Je vais uploader en fait les vidéos sur la chaîne de It's Them All, et je vais en faire quelque chose d'un petit peu plus général, et je m'exprimerai aussi à travers divers prismes. Ça fait longtemps que j'ai le projet en fait de lire des nouvelles horrifiques que j'écris, et donc je le ferai aussi l'année prochaine dans le cadre de It's Them All. Donc comme ça vous aurez divers formats, vous aurez ceux que vous kifferez, ceux que vous kifferez pas, mais au moins vous aurez le choix. On va terminer comme ça. Prenez bien soin de vous les filles, prenez bien soin de vous les gars, à très vite, et surtout n'oubliez pas... Lisez, bande de salauds.